Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Merci de vous installer convenablement chez vous, de l'endroit où vous êtes. Ouvrez grandement les oreilles parce qu'en même temps, ce matin, ça bougera non seulement sur ce plateau, mais à travers la République pour les réalités du Cameroun qui nous intéressent ce matin. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le ministère des Finances et le ministère des Postes et Télécommunications concernant aujourd'hui l'arnaque qui, selon les Camerounais, se fait entendre avec les 33% qui seront imposés aux consommateurs des produits de téléphonie mobile, y compris des tablettes aujourd'hui. Comment comprendre réellement que l'actuel ministre des Postes et Télécommunications, qui a été pendant pas mal de temps à la tête de l'entreprise, si vous voulez, de l'institution douanière au Cameroun, qui connaît les réalités en ce qui concerne le travail que devrait faire la douane, s'intéresse aujourd'hui à une nouvelle pratique selon laquelle on doit imputer et imposer aux Camerounais de tout faire pour s'en retirer, pour récupérer bien sûr les taxes sur la consommation au Cameroun. C'est un sujet qui fait parler pratiquement la classe politique, la classe économique, mais surtout la société camerounaise aujourd'hui. Et on se demande, les Camerounais devraient-ils rester muets devant une telle situation? Madame, messieurs, on en parle bien sûr ce matin dans le cadre de votre programme 10-12 le Zénith. Et vous le savez toujours, depuis pratiquement 21 jours, a signé à résidence le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est toujours pas libre au moment où la communauté internationale commence bien sûr à lever la voix sur sa question, demandant de fait à Yaoundé de libérer rapidement ces détenus de la marche du 22 septembre, y compris le professeur Maurice Kamto qui a signé à résidence depuis 3 semaines déjà. Comment expliquer l'attitude de Yaoundé aujourd'hui? Madame, messieurs, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Il y a bien sûr de quoi, bien évidemment, parler ce matin. Attention, la grande équipe est au complet. Charles Mbatoum, Bomo Bengan Kandié, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12 h, nous allons encore vous servir. Allons-y à saluer Bombon Bengan ce matin. Bombok, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. J'entendais souvent mes enfants prononcer un certain nombre de choses. Alice au pays des merveilles. Mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je comprends avec l'image du Cameroun, on pouvait bien rebaptiser Malice au pays des merveilles. Le Cameroun, c'est vraiment la malice au pays des merveilles. Autoroute, on ne voit rien. Lutte contre le cancer, les Suisses nous proposent les roches. Camerco, décollage raté. On n'est même pas sûr qu'on pourra décoller un jour. Football Cameroun, on risque d'aller encore un peu plus loin du jour dit. De glissement en glissement, on risque de produire même à sortir des pistes. C'est ça les malices au pays des merveilles. Taxes sur des téléphones, on refuse d'imposer les importateurs, on vient aux consommateurs directement. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Tout ça pour des problèmes de bakshish. C'est un expert en aéronautique qui nous le disait ce matin, Nyunaï. Des bakshish. C'est ça bien le Cameroun, malice au pays des merveilles. Malice au pays des merveilles. Dimbomo Bengan Kanye ce matin. Et d'ailleurs, vous faites la belle précision sur la question de la sortie de l'expert aéronautique Nounaï, qui a fait comprendre aux Camerounais qu'en réalité, Camerco ne peut pas décoller tant que le président du conseil d'administration et le directeur général actuel ne s'entendront pas sur l'achat ou la location d'un avion réel. Alors, il pense pour sa part que pour redécoller, pour un vrai redécollage, le Cameroun devrait acheter des avions neufs. En réalité, en achetant des avions neufs, ici, il n'y a pas de bakshish, il n'y a pas de commission. Et au lieu d'acheter des avions neufs, cette direction préfère aujourd'hui aller louer des avions pour pouvoir s'octroyer, bien sûr, ces bakshish. Tout à fait, parce qu'il faut donner la précision suivante. Lorsque vous achetez un avion neuf, pendant au moins 6 ans, vous n'avez pas à faire trop de dépenses pour l'entretien. Effectivement. Mais un vieil avion, dès le premier mois, vous avez des sommes faramineuses que vous dépensez pour l'entretien et la maintenance. Il faudrait donc aller négocier de ça pour qu'en fait,
la compagnie peut mourir, mais vous allez prospérer. C'est le danger justement du Cameroun, madame, messieurs. Que faire finalement? Est-ce que l'étoile du Cameroun peut en être l'étoile dans les jours à venir? Quel espoir? Le chef de l'État entend-il? Que dit bien sûr le ministre du Transport? Est-il au courant de ce problème? Charles Membachou, bonjour. Vous savez, non, j'ai le pouvoir. Ça veut dire? Je ne demande pas votre avis, monsieur Michel Ngathou. Paul Biya Yaoundé, moi je suis ici. Je peux faire de vous ce que je veux. Lorsque je suis venu en tournée, vous m'avez donné quoi? Vous servez même à quoi? Je peux installer qui je veux comme chef, vous ne me direz rien. Bonjour au sous-préfet de Bamougoum, ancien secrétaire de région de la région du littoral sous Iva Adibois, actuel ancien sous-préfet, tout premier sous-préfet de Bassamba, ancien sous-préfet de Banganté, aujourd'hui sous-préfet de Bamougoum. Il s'adressait ainsi à toutes les populations de Kongoussou, Bamougoum, les insultant, main dans la poche. Vous servez à quoi? Quand je suis venu ici, vous m'avez donné quoi? Est-ce ainsi que M. Bandandjo Aurélien aura été formé à l'ENAM? L'ENAM forme donc bien des administrateurs qui viennent insulter littéralement les populations. Merci à vous, M. Bandandjo Aurélien. Merci, M. Bandandjo Aurélien. Merci, grandement. Vous aurez appris auprès d'Iva Adibois comment traiter les populations. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que lui il fait. Bandandjor Aurélien, vous le dites très bien, Charles Membachou. D'ailleurs, on en reparlera pendant l'émission avec vous. Dire que le sujet est extrêmement fort. C'est dans une vidéo. Bah oui, le sujet est extrêmement fort. Le vidéogramme est en train de faire le tour de la toile aujourd'hui. On en reparlera pendant l'émission. Mais quand même dire qu'aujourd'hui, le ministre Gaston Eloundé Somba est attendu bien sûr à la barre pour 162 millions de francs CFA. Un prisonnier traîne bien sûr le ministre de l'eau et de l'énergie en justice pour rétention sans droit de la chose d'autrui. Les faits sont relatifs au paiement d'un marché public à l'époque où il dirigeait bien sûr la SCDP. Quand le ministre est poursuivi, quand les ministres sont à la barre, le Cameroun est bien. Karine Santia, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Alors que le Sud-Ouest est en crise depuis déjà 4 ans, la CDC qui avait toujours ses employés, ceux-là qui résistaient, qui affrontaient la peur et même les interdictions de leur famille pour continuer à travailler en 13 mois sans salaire dans cette entreprise. Comment est-ce que ces derniers vivaient pendant tout ce temps? Aujourd'hui, ils manifestent devant l'entreprise. Non seulement ils manifestent, mais finalement, où va le Cameroun? Que de réalité. On parle encore justement de ce préfet et ce sous-préfet condamné à 12 ans de prison, madame, messieurs. Le TCS, bien sûr, a reconnu l'ancien préfet de l'Océan ainsi que l'ancien sous-préfet de Kribi, premier coupable pour avoir prêté main forte, couvert, orchestré et entretenu des multiples fraudes ayant, bien évidemment, attention, entaché le processus de recensement des personnes et des biens à indemniser pour la construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi. L'ex-coordonnateur du projet, condamné à la prison à vie, comme tous les accusés, en fuite comme lui. Une quarantaine de personnes blanchies par le juge. Affaire à suivre. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngathou, bonjour au peuple Bamougoum qui refuse de chanter lorsque le préfet et le sous-préfet arrivent. C'est pas gentil de votre part, vraiment. On a l'habitude de voir des mamans danser, des tambours, des jeunes hommes festoyer. Et vous avez osé refuser de danser alors que cette autorité arrivait. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Monsieur, dorénavant, préparez les sacs avant d'arriver. Il faut repartir et revenir peut-être cette fois-là. Ils vont danser parce que vous arrivez.
Et nous nous posons la question de savoir qui est-ce qui enseigne les administrateurs civils à l'ENAM? Devrait-on conserver et garder l'ENAM aujourd'hui? Quelle est l'appréciation bien sûr qu'on a de l'ENAM? Et saluons bien sûr le sous-préfet Bandanjo Aurélien qui fera bien sûr le buzz dans les jours à venir. Attention, le vidéogramme il faut le regarder et on en reparlera dans l'émission. Madame, monsieur, les plateformes sont connues. C'est un mauvais buzz. Hein? Bon, c'est le buzz. Il a fait le buzz. Il peut être affecté à Douala à cause de ça. Vous savez, au Cameroun, sérieux, vous pensez que c'est un on ne mauvais salue que buzz? ceux qui font bien. Et Vous là, savez que ceux qui ne font pas bien au Cameroun, on les donne les postes davantage. Donc, il y a une phrase qu'il a employée. Lorsque je suis venu en tournée ici, j'ai même eu quoi? Vous m'avez donné quoi? Vous m'avez même applaudi. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Il a les frais d'émission. Il a demandé. Non, il y a les frais d'émission de terrain. Donc il faut qu'on donne un bonbon. Les régimes de plantains, ne vous en faites pas. On reviendra sur son parcours partant de Bassamba pour Bangante. Non, voilà. Douala d'abord. Il a eu cette bénédiction suivante. Djibo était secrétaire de région. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on verra quand même ces grandes actions à Bassamba. Pour ceux qui ont connu Bassamba, l'arrondissement de Bassamba dans l'Ondé. Il était là-bas quand on vendait les terres. Il est parti il part de Bassamba où il était sous-préfet, où à un moment donné, il est remonté sous-préfet à Bangante. Il a remplacé justement l'ancien préfet qui est allé en prison. Et par la suite, justement, aujourd'hui, il est à Bamungum. On va revoir toutes ces actions tout à l'heure pendant l'émission. Monsieur le sous-préfet, tenez-vous prêt. On évoluera. Madame, messieurs, l'histoire du jour. L'histoire de ce matin, rebonjour aux téléspectateurs, met en scène la tradition et la science. Elle se manifeste à travers l'histoire de cette maman qui nous a écrit. Elle dit que j'ai marié un homme depuis 45 ans et j'ai fait 4 enfants avec ce monsieur, dont 3 filles et un garçon. Malheureusement, mon fils tombe malade. Il a développé une maladie mentale après un brillant parcours scolaire. J'ai fait des investigations depuis 22 ans et j'ai conclu que cette maladie venait du côté de mon mari. Je m'explique. Ma belle-mère a fait 2 mariages et dans les 2 mariages, elle a fait 2 enfants, une fille et un garçon. Dans le premier mariage, son fils a fait un malade mental et sa fille a fait à son tour un enfant malade mental. Dans son deuxième mariage, sa fille a fait un enfant malade mental et son mari lui, a eu un garçon malade mental. La dame qui nous écrit, elle raconte qu'elle a peur que cette maladie, si elle est mystique, ne se perpétue au fil des années dans les différentes générations, notamment parmi ces filles qui aujourd'hui ont peur d'accoucher, de peur d'avoir des enfants malades mentales. Mon mari, par contre, a eu 2 frères et une sœur consanguin. De ce côté-là, il n'y a pas de maladie mentale. Elle aimerait savoir si cette maladie n'est pas scientifique, si la science ne peut pas soigner ça, ou alors est-ce que sur le plan de la tradition, est-ce que c'est une malédiction? Et si c'est une malédiction, comment est-ce qu'on pourrait la stopper pour faire cesser la peur qui règne dans sa famille? Donc, de façon ramassée, c'est une femme qui est allée en mariage dans une famille. Donc, en fait, elle s'est mariée 2 fois. Et dans ces différents mariages, tous ses enfants, les enfants de sa belle-mère ont eu des malades mentaux. Enfin, les enfants de sa belle-mère des différents mariages? Oui, sa belle-mère s'est mariée 2 fois. Ah, sa belle-mère s'est mariée 2 fois. Et dans les 2 mariages, elle a eu 2 enfants. Qui ont des problèmes, qui ont des troubles mentaux. Oui. Donc elle a fait 4 enfants et les 4 enfants ont 4 enfants parmi les enfants qui sont malades mentaux. Mais non, son mari n'est pas malade mental. Mais c'est son fils qui est malade mental. Voilà. Donc sa crainte, c'est de savoir, enfin, son inquiétude. Ses filles ne veulent pas accoucher parce qu'elles ont peur d'avoir ça. Ah d'accord. Ses filles à elle, de la maman qui nous écrit, puisque leur petit frère est malade aujourd'hui, alors qu'il allait bien à l'école, tout allait bien. Donc, dans cette famille, lorsque vous commencez à aller à l'école, vous commencez à briller, pap, vous devenez... Et maintenant, elle a peur, ses filles ne veulent pas accoucher de peur d'avoir des enfants malades comme leurs frères. Elle veut savoir si c'est le fait de leur père qui continue, parce que dans la famille de leur père, il y a des malades mentaux. Si c'est une maladie qui peut sembler être héréditaire, on peut le dire entre guillemets. Oui. Comment vous l'appréciez justement, madame, messieurs? Si jamais vous avez une situation comme celle-là, comment l'apprécieriez-vous? Comment vivrez-vous en réalité? Dominique Audrey, je vous pose la question. Lorsqu'on a des faits comme cela, lorsque vous avez lu l'histoire, parce qu'il faut préciser que vous avez la lettre en main. Je préfère la lettre de la dame. Justement le dire, parce que les téléspectateurs sachent exactement que l'histoire vient d'une téléspectatrice qui pose un problème. Alors,
Lorsque vous avez un fait comme celui-ci, pour la femme que vous êtes, pour la maman qui se plaint, vous mettez à sa place, quelle solution pouvez-vous préconiser pour en sortir de cette situation? Ce que je sais, c'est que la science n'est pas encore, je ne sais pas, peut-être je raconte des bêtises, mais je ne pense pas que la science permette de déterminer si un enfant va développer des maladies mentales. Dans le cas de cette femme, les maladies mentales n'ont pas été visibles au moment des visites. C'est lorsque les enfants sont allés à l'école, ont eu de brillants parcours, que les maladies se sont manifestées. Et lorsqu'une maladie est congénitale ou bien elle vient dès la conception, je crois qu'il y a des anomalies qui sont visibles. Donc on est là, on est tenté de dire que ça ne s'explique pas. De façon scientifique, il n'y a pas d'explication qui justifie que ce soit à partir de 15 ans, à partir de 16 ans, qu'un enfant commence à perdre la tête. Sauf si la croyance populaire voudrait qu'on se dise qu'en allant à l'école, l'enfant allait mettre la main dans des choses compliquées, des lectures bizarres, des amitiés compliquées. Mais là, c'est particulier. C'est des gens, c'est des descendants au fur et à mesure qui ont le même problème. Si dans une famille ou si dans les différentes fratries, on retrouve des enfants malades, et toujours des garçons, et des troubles mentaux, mais ça peut quand même prêter à confusion. Oui, ça prête à confusion. Et à ce moment-là, si la science n'a pas pu vous donner satisfaction, même si il faut mentionner que pour les cas d'épilepsie, on a des palus qui font développer ce qu'on peut appeler l'épilepsie. Et que ça peut ne pas se manifester dès le bas âge. On peut avoir des gens qui, lorsqu'on entre dans l'adolescence, on commence à avoir ces maladies-là. Peut-être des spécialistes en dehors du pays, à l'étranger, après consultation, pourraient expliquer ce genre de maladie. Et maintenant, peut-être s'en remettre à Dieu, vous le savez, c'est la seule solution. Puisque jusqu'ici, ça n'a pas marché, peut-être on lui proposera d'autres issues. Mais moi, à mon niveau, c'est contacter un médecin à l'étranger. Si ici, ça n'a pas marché, là-bas, on est obligé de reconnaître que la science a un certain pas sur nous ici. Donc, vous essayez de ce côté-là pour sauver votre enfant. Et maintenant, pour vos filles, la vie, ce sont des risques. Hein. Si on ne risque rien, on n'a rien. Il faut les soigner de toutes les façons. Qu'est-ce qu'elles ont? Bon, les filles n'ont visiblement pas ces maladies. Voilà, mais elles ont très peur justement de se marier aujourd'hui. Voilà, c'est une situation assez particulière. Dans les églises de réveil, on va vous parler de couper les liens et tout, les machins là. Bah, il faut essayer, Mais elle veut savoir... Si on peut briser ça, si c'est une malédiction, comment est-ce qu'on peut briser ça? Parce que dans sa famille aujourd'hui, ces filles disent qu'elles ne veulent pas prendre ce genre de risque. Elles ont très peur. Oui. Alors Karine, est-ce qu'on peut justement le dire aujourd'hui que c'est des situations qui sont courantes, récurrentes justement dans une société africaine aujourd'hui, dans nos familles également? Vous en connaissez, vous en avez entendu parler quand même? Oui, j'en ai entendu parler et je vis un cas particulièrement. Mais bon, comme le mot est haïssable, je vais dire qu'il y a des familles dans lesquelles... lorsque vous entrez et que vous n'avez pas interrogé tous les pans et les aléas, vous risquerez de tomber dans un gouffre. Et plusieurs familles sont comme ça. Il y a des familles qui ont souscrit à une certaine cotisation familiale dans laquelle, lorsque par exemple vous mettez au monde, un des enfants met au monde peut-être son premier fils, on décide que voilà comment il sera ou voilà comment il sera utilisé. C'est pour ça que vous voyez que dans certaines familles, vous voyez la tante, elle a un premier fils, il est un peu zinzin. L'oncle, il a une première fille, elle est zinzin. Donc parfois, on choisit les premiers nés des familles. D'autres fois, on prend les derniers nés ou parfois, on prend les filles. Donc ça dépend vraiment des types de familles et de comment est-ce qu'ils ont souscrit à ce genre de cercle-là. Maintenant, des fois, c'est familial ou parfois, il y a des cérémonies que vous n'avez pas fait et on vous le rappelle. Il y a des cérémonies, où il y a des familles où on a fait ces cérémonies-là et les enfants sont guéris progressivement. Maintenant, il y a des familles où, lorsque vous ne faites pas ou que vous ne connaissez pas, vos enfants vont rester comme ça. Maintenant, il y en a où ce ne sont vraiment pas des cérémonies, mais c'est que vous appartenez peut-être à une lignée de personnes qui ont souscrit à certains rites qui vous suivent. Maintenant, je vais laisser le soin à Bombok et à Charles Hamel de mieux expliquer cela. Je vais vous dire quand même qu'il y a des pathologies psychiatriques qui sont héréditaires.
il y a des pathologies psychiatriques. Les chercheurs commencent à trouver des cas de schizophrénie héréditaire, que ce soit le parent direct ou le parent indirect chez certains patients. Il y a aussi que les problèmes d'anxiété commencent aussi à être trouvés de manière génétique chez certains patients. Mais il faut dire que dans ce cas précis ce matin, on observe que la famille de la femme qui s'est mariée n'a pas beaucoup interprété l'endroit où ils allaient. Parfois, vous interprétez même, mais vous n'arrivez pas à lire, à avoir une bonne grille de lecture par rapport à là où... Oui, justement, à avoir une bonne grille de lecture par rapport à là où vous allez. La mère de son mari a fait 4 enfants. Et tous les 4 enfants ont des malades mentaux. Ont des malades mentaux. Les 4 enfants, chaque 4 enfants a un malade mental dans sa maison. Ça affecte... S'ils étaient mariés avant, je pense que ça aurait dû être un pan d'interprétation de ce qui s'est passé. Sauf que les épouses de sa belle-mère n'en ont pas. Juste, non, ça veut dire que ça ne vient pas de son mari. Oui, du mari de sa mère. Donc, c'est pour ça que je dis que la famille n'a pas suffisamment interprété. Et je vous en prie, lorsqu'on interprète, on interroge les endroits où les filles vont se marier, on interprète d'abord le côté de la maman. D'abord, parce qu'on se dit quand même que le ventre qui porte l'enfant, c'est le ventre de la maman. Et généralement, les enfants sortent du ventre de la maman avec un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément du père, si le père n'a pas fait le rituel du nombril et autres. Vous voyez, donc vraiment, on n'a pas interprété cela et elle est arrivée là. Maintenant, est-ce que c'est possible de soigner? Je ne sais pas, c'est Mbombo Kéchal qui vont pouvoir le dire ce matin. Peut-être, mais quand même, sur vos explications, vos analyses, ça peut quand même bien faire peur aux hommes qui nous regardent ce matin parce qu'on se dit, ben, on peut rencontrer une femme, on tombe sur une femme. Oui, Dominique Audrey. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des femmes qui n'accouchent pas. Ne nous regardez pas comme ça. On aurait le sentiment. Non. Est-ce que ça ne fait pas peur justement aux hommes qui peuvent à un moment donné se dire, bon d'accord, je rencontre Dominique Audrey, elle est très bien, elle est jolie, mais... Mais parfois ce phénomène est dans la famille de l'homme. Est-ce que justement ça ne pousse, c'est pas ce qui justifie parfois les membres de certaines familles à se dire, avant d'épouser une femme, il faut justement aller chercher pour comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça que je dis interroger. Voilà. Et les bombes le disent tous les jours. Voilà, c'est le Gambie, c'est ça? En tout cas, on va avoir la parole dans un instant. Donnons d'abord la parole à Charles Hamel. Charles Hamel, cette femme veut comprendre. Est-ce qu'elle peut couper le lien? Est-ce que c'est un problème héréditaire, spirituellement ou traditionnellement, entre guillemets? Vous, les Bantous, comment vous résolvez ce type de situation? Que celles qui sont déjà entrées dans les églises sortent. N'est-ce pas? Qu'elles commencent par sortir des églises. Monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas interroger le temps, interroger ce qui vous arrive à l'église. Ou l'histoire, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que leur histoire commence sur eux. Les gens doivent, quand je demande de sortir de l'église, ce n'est pas l'aspect physique, mais que les gens commencent à se poser les questions de savoir quelle est l'histoire de ma famille. Quelle est l'histoire de ma famille? Monsieur Michel Ngachou, jusqu'à une certaine période, il y a eu, juste après la sortie du maquis, il y a eu le problème de conception, les problèmes de, pardonnez-moi, de lait. Vous avez des jeunes filles qui accouchaient, n'avaient pas de lait. Le lait ne coulait pas. Elles ne pouvaient pas allaiter. Les enfants se retrouvaient à souffrir. Je dis, je parle comme les Bantous, monsieur. Elles n'avaient pas de lait. Elles ne parvenaient pas à allaiter comme vous le voulez. Parfois, elles cherchaient l'enfant et ne trouvaient pas. La résolution ou la problématique se posait, vous savez, pendant la période du maquis et ce qui se passe dans une certaine partie de ce Cameroun, quand vous fuyez les maquisards ou quand vous fuyez l'armée, monsieur Michel Ngachou, les femmes qui avaient les bébés, lorsque le bébé venait à pleurer, on découvrait votre position et on tuait. Pour éviter ça, soit on arrachait le bébé aux femmes, on enterrait les bébés vivants, soit lorsqu'une femme venait à décéder, on l'enterrait si elle avait un enfant avec son enfant. Des familles ont porté, oui, je vous le dis, parce que ça, il faudrait que vous sachiez, des familles ont porté cela sur leur corps pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre à travers l'organisation, il y avait un grand rituel qu'on avait organisé en pays Bamileke pour rompre cela. Tous les villages étaient battus pour le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Ngachou, qui donne, parce que là, il faut entrer dans les causes de ce que vous appelez l'épilepsie ou le tombe-tombe. C'est la condamnation. La première cause, c'est la condamnation. Lorsque votre famille vous a condamné pour un acte
que vous avez posées. Parce que l'animal responsable de l'épilepsie, c'est l'écureuil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écureuil qu'on utilise. C'est ceux qui ont le totem de l'écureuil qui utilisent cela pour l'épilepsie. Est-ce que la famille n'a pas condamné l'acte posé par l'ancêtre, le grand-père de ce monsieur, qui a posé un acte d'oubli? Peut-être il détenait les affaires de la chefferie. Peut-être il détenait les affaires de la famille. Peut-être il détenait les totems, le bonheur de la famille. Et au moment où on se retrouve pour poser une action, il dit, ah, j'ai oublié, je ne me souvenais pas. Et dans la colère, la famille l'a condamné, point d'interrogation. Est-ce qu'il a posé un acte répréhensible? Autant de questions. Monsieur Michel Ngatsou, vous avez l'inceste qui conduit à l'épilepsie. Un ancêtre peut poser un cas d'inceste. Non. L'épilepsie, c'était une image. Je dis, vous avez pris. C'est maladie mentale. Je dis, j'ai pris au cas. Maladie mentale, tout ce que. Lorsque l'inceste conduit à cela, un acte contre nature que vous avez posé, vous avez, monsieur Michel Ngatsou, le vol. Vous pouvez aller dans un marché, l'argent de quelqu'un tombe, comme j'entends les gens dire, je prends ça, je vaccine ça à l'immédiat. Vous ne savez pas comment chacun sort de chez lui. Vous ne savez pas comment chacun garde son argent. Vous ne savez pas l'origine. Et le dernier point, monsieur Michel Ngatsou, ça remonte généralement à la 3e génération. Ça peut être que cette famille fuit. Il était dit dans cette famille qu'il devait avoir un kamsi, un prêtre, un traitant dans cette famille. Depuis la 3e génération jusqu'à eux, ils ne font que rejeter ça. Ils rejettent. Ils d'autres partent même, ils coupent. Ils vont, ils coupent. Ils pensent qu'on a coupé à l'église. Je coupe au nom de Jésus. C'est ça. Donc, voilà en termes de cause. Aujourd'hui, le mal a perduré. Ça ne va pas s'arrêter, monsieur Michel Ngatsou. Ça ne va. Le mal a perduré. Nous sommes à la 40e génération. 2e déjà. Non, c'est vous qui dites deuxième. La mère, non, les enfants. Dit, vous dites deuxième. La crainte justement sur les enfants qui risquent d'entrer dans la mère n'a pas de père. Et le parent n'a pas eu de parent. Michel Ngatsou, il faudrait remonter à cela. Je suis d'accord avec Dominique qui dit qu'il faut aller à l'hôpital. On vous donnera des calmants, on vous donnera tout ce qu'on va vous donner. Est-ce que cela va résoudre? Alors ceux qui nous regardent, sortez des églises et commencez à chercher l'histoire de vos familles. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Mais maintenant, un traitant quand même de ces questions. Bon, vous comprenez ces situations. Certainement, vous avez eu des cas, vous aussi, dans vos consultations. Mais on peut quand même la traiter, cette femme-là? Tout à fait. Il suffit de savoir l'origine. Mais moi, en posant le problème, Dominique a parlé de tradition et science. Cher ami, il n'y a pas de science à l'Occident. L'Occident ne connaît pas la science. La personne qui fait office, j'allais dire, de scientifique, alors de maître de cette chose-là, ils appellent des canons, nous sommes cartésiens. Mais eux là, ils ont triché également. En fait, parce que le père même du cartésianisme, c'était un Anglais, Francis Bacon. Et quand il mourait, il a été obligé de dévoiler ce qu'il avait vu auprès des Africains. Il a dit lui-même, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Donc en obéissant à ses lois. Descartes vient et commence à vous promener dans des théories, des théories inexplicables. Et chemin faisant, il se trouve aujourd'hui que Descartes, il n'y avait rien. Je dis, moi je suis scientifique, moi je suis cartésien. Ça, c'est des conneries. La seule science qui résiste au temps, je dis bien, c'est la théorie de la complexité. Dans la théorie de la complexité, il y a 5 niveaux. C'est ce que les scientifiques, et j'ai été content que mes 2 filles aient parlé de ça. Et j'ajoute seulement que même l'hypertension, on va vous dire, est-ce que votre papa était hypertendu? Est-ce que votre maman était... Il venait de découvrir ça. Il venait de découvrir ça. Les choses que nous on sait 5000 ans avant Jésus. Il vient de découvrir que quand quelqu'un est hypertendu, on doit interroger tes antériorités. C'est ce que Charles Hamel parlait tout à l'heure. Il en est de même de l'homosexualité. C'est une maladie. Chez eux, même en France, dans les années 70, on les soignait dans les centres psychiatriques et on les retrouvait. Aujourd'hui, on veut vous faire croire que oui, c'est même bien. C'est l'Afrique même. Nous, les homosexuels, on les
Ceux qui naissaient comme ça, on les appelait les efféminés, on les recrutait, ou alors on les castrait et les envoyait dans dans la formation paramilitaire. Ils s'occupaient, parce que nous avons les Mingué par-ci, les Nkungang par-là, il y a un certain nombre de choses. Donc, la science, c'est quoi? C'est l'observation, les hypothèses, l'interprétation, la vérification et la conclusion. Voilà ce que la théorie de la complexité enseigne, et c'est ce que vous voulez développer. Donc, le rapport justement avec le rapport ici, en toute chose, il faut commencer. La première, j'allais dire, orientation, c'est comment maîtriser le réel par le biais des sciences molles ou des sciences exactes. Ça veut dire quoi? Ça renvoie à la deuxième, parce que chez nous, on est dissocié, parce que même là, ce que vous appelez science, c'était dissolidarisé de la métaphysique, de la psychanalyse. Ceux qui faisaient psychanalyse disaient qu'ils ne sont pas scientifiques, alors que chez nous, tout s'entremêle. Il y a donc ce qu'on peut appeler le paradigme de l'option mentale qui coordonne la rationalité humaine. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, aller interroger les antériorités. C'est ce que développait Charles Hamel. Qu'est-ce qu'on fait pour interroger ces antériorités, Mbombo? On vient voir ce que sont. Il a dit l'hôpital. Il y a aussi l'hôpital de Bantou. Vous venez voir un Mbombo. Il va vous dire. Vous allez voir, il y a des confréries. Par exemple, le corps, aujourd'hui, ce qu'on appelle ambassade Ndjangumba, vous l'appelez, comment l'appeler? On a un gars qui est massier, qui a. Voilà. Nous, on se connaît cette histoire. Donc, quand l'enfant, je veux dire, il y a eu des problèmes de sang, il y a un problème des os, il y a un problème de ceci, ce que vous appelez même l'autisme et tout. L'humanité ne commence pas avec vous. Il faut donc interroger les antériorités pour savoir d'où ça vient. Donc, ce que disait Charles Hamel samedi dernier, relativement à la fosse commune qu'il y a à Équité. Les Mbombok, il y a des familles ont sollicité parce que justement, beaucoup de gens qui venaient nous voir, qui sont de divers horizons, ne sont pas seulement Bassa parce que ça aide. Il y en a beaucoup qui viennent de l'ouest, du nord, du sud et tout. Les familles qui viennent. Et quand on fait donc des interrogatoires, on se dit que non, il y a le rythme d'impact dans votre famille. Il se rend compte que oui, papa avait dit que son grand-père était mort dans le maquis. On est donc, c'est un bon on est donc obligé d'aller faire le rituel du Mbak. Parce que pour que ces liens-là soient rompus. Oui, absolument. Ouais. Parce que là, eux, ils ont été tués. Mais ce que Charles Hamel a dit pour aller, parce que tu veux fuir, tu enterres ton enfant parce que sa maman a reçu une balle. Elle ne peut plus. Si on l'arrête, elle va dire aux militaires que, oui, d'habitude, il se cache là, c'est elle qui nous donne la nourriture. On est obligé de la battre et de l'enterrer avec son... Donc, ça, c'est encore, j'allais dire, il y aura des répercussions. Ça rejoint ce qu'on appelle faire le deuil. Il faut faire le deuil justement de ces personnes. Il faut vider ce passé. Et il faut... Beaucoup de lycées, le lycée de, comment on appelle, de Babadjou, le lycée de Babadjou qui s'est fondé dernièrement, nous avons dit, il ne fallait pas construire ce lycée-là. Puisque c'est construit, oui. À l'endroit, c'est sur une fosse. Sur des charniers. Sur un charnier, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure à Équité. Le lycée de Babadjou. Les enfants, il y aura bien des ingénieurs de tout, mais beaucoup d'entre eux vont aspirer des énergies négatives qui vont perturber leur vie. Je termine par la France, parce qu'il y en a qui sont en Europe. Au bout de 25-30 ans, on enlève les cimetières dans cet endroit, peut-être parce qu'on ne voit plus les gens déposer des herbes de fleurs. On vient construire les immeubles. Ces gens que vous délogez, ils viennent dans vos immeubles. Il y en a qui sentent les présences. Mais quand il y en a donc dans les maisons, voilà, ils viennent, ils peuvent faire des choses compliquées et vos enfants qui naîtront là peuvent avoir dit, ah oui, maladie rare, d'accord. Mais comment faire donc pour coordonner et comprendre la rationalité humaine pour que tout le monde vive? C'est pour ça que Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjointe du monde diplomatique, a sorti un livre révélateur, L'Afrique au secours de l'Occident. Et ça nous renvoie bien sûr à une belle réalité en pays bamileke aujourd'hui, le rite des crânes qui est respecté effectivement. Lorsqu'on décède, à des moments donnés, on vient retirer le crâne. Et il y a justement une case consacrée justement pour cela et c'est respectable. C'est un rituel extrêmement important.
C'est une tradition à laquelle, en fait, aujourd'hui, personne ne déroge. Pour ceux qui y croient, peut-être comme nous. Vous nous offensez, monsieur Je vous Michel offense? Gachou. On ne parle pas de cases, c'est un sanctuaire. Ben écoutez, bon, d'accord. Ben écoutez, ben non. C'est Il y a- pas une case. Non, si c'est un sanctuaire, Monsieur Michel, d'accord, employons le mot Faites sanctuaire. pas aussi des choses qui vont développer des maladies rares. Merci beaucoup, cher Alain Bachou. Et il nous arrache le sourire, madame, messieurs, bien avant la colère. Ne restez pas en colère. Mais je suis désolé, le sujet qui arrive vous mettra en colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inefficacité des centres sociaux dans ce pays. Centres sociaux qui dépendent étroitement et directement du ministère des Affaires sociales. À quoi nous servent encore les centres sociaux dans ce pays? D'ailleurs, quel est le pouvoir des services sociaux? Ont-ils encore la force qu'ils avaient dans le temps en termes d'action, d'initiative, de gestion et de résolution des problèmes? Aujourd'hui, on entend centre social de ceci, foyer d'accueil de cela. Toutes les villes du Cameroun, ou presque, sont dotées d'une ou de plusieurs structures relevant du ministère des Affaires sociales. Département ministériel qui, comme on le sait, a oublié sa mission de venir en aide aux couches vulnérables au sein des populations avec un seul mot, enfants de la rue. On n'entend que ça chaque année. Enfants de la rue. Lutte contre la prolifération des enfants de la rue. Soirée de gala en faveur des enfants défavorisés de la rue. Cotisation spéciale pour les enfants de la rue. C'est bien. Bravo. C'est au moins un secteur qui donne un peu d'argent. Mais seulement, que fait-on des orphelins? Orphelins du VIH-Sida, handicapés, personnes âgées. Comment comprendre que les efforts de ces centres sociaux ne soient pas assez visibles? Comment comprendre les sensibilités dont fait preuve l'équipe dirigeante du MINAS dans ce pays? Il faut dire qu'il y a toute une école qui forme les agents du MINAS, les assistantes sociales. Voilà le mot. Que fais-tu? Je suis assistante sociale. Tu assistes le social où? Point d'interrogation. Comment comprendre que les institutions publiques aient échoué à développer des capacités d'intervention efficaces d'un point de vue social? Que vaut encore l'existence des centres sociaux dans ce pays face à la dure réalité de la vie? Savez-vous que 40% de la population vit dans une extrême pauvreté? Le taux net de scolarisation est de 22% au préscolaire, 80% au primaire et 38% au secondaire. Que font les services sociaux? Point d'interrogation. Savez-vous que le taux d'abandon scolaire est de 54%? 89% de la population en zone urbaine a accès à l'eau potable contre 49% en zone rurale. Le taux de malnutrition est de 32% chez les enfants de moins de 5 ans. 30% des naissances des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés et dans les quartiers n'ont pas d'acte de naissance. 27% des enfants de 5 à 17 ans sont astreints aux travaux à abolir. Ils sont aux abords des rues. Ils sont près des feux de signalisation, feu rouge, feu jaune et feu vert. C'est là où on les retrouve à proposer bonbons, 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 pistaches. On les retrouve auprès des péages, des enfants de 5 à 17 ans. Mbita cola. Et voilà. Voilà
Où sont les services sociaux? Peut-on à ce jour affirmer sans se faire crier dessus que les centres sociaux travaillent encore à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services sociaux de base essentiels nécessaires au développement harmonieux du jeune enfant, à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement des jeunes enfants, mieux encore, au renforcement du dispositif institutionnel et stratégique? Sur la toile, il n'y a pas longtemps, on présentait une famille dormant à la belle étoile. On présentait un petit baron de Yaoundé en train de jeter les accessoires, les meubles et les mobiliers de la femme de son feu frère dehors. Les services sociaux étaient où? Comment comprendre le désengagement des services sociaux face à la souffrance des populations dans ce pays? Comment comprendre qu'au fil du temps, le pouvoir des services sociaux s'est réduit à celui d'observateur de la société? Ils préfèrent observer, attendre le 8 mars, attendre la journée de la célébration de l'enfant africain, attendre la journée du sida, lutte contre le sida, pour se prononcer, faire des discours, faire manger les gens et c'est bien. Colère de Charles-Amel Bachou ce matin, mesdames et messieurs. Comment appréciez-vous ces nombreux enfants qui jonchent les rues de nos capitales, de nos villes? Effectivement. Avec les enfants de rue. Mais il y en a partout au Cameroun. Effectivement, d'ailleurs, sur la colère que vous exprimez ce matin, vous interpelliez de façon peut-être directe ou indirecte les ministères des Affaires sociales, les ministères de la promotion de la femme et de la famille, et bien sûr, les actions qui sont menées aujourd'hui pour pouvoir permettre à cette société camerounaise qui a été au départ, qui a toujours été socialiste et qui a viré drastiquement dans du capitalisme, on voudrait bien comprendre ce qui se passe. Colère exprime, madame, messieurs, analyse faite sur le plateau, appréciation Dominique Audrey. Dominique Audrey Oyengelek. Voilà, c'est mieux. Que j'insiste en fait, oui, Oyengelek. Voilà, je vous en prie. C'est bon, c'est moi. Il y a, lorsque M. Bachou a commencé avec sa colère, je me suis posé une question et je ne sais pas si vous aurez la réponse à me donner. Lorsqu'on retrace le parcours de nos dirigeants, j'ai envie de savoir si ces personnes-là ne viendraient pas de familles indigentes. Tous. Tous. Ce sont tous des enfants de pauvres. Qui ont bénéficié du social et des cotisations et de l'humanité de l'Église et pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui avant de bloquer et de ne laisser que leurs enfants. Comment on explique donc... Bon exemple, le chef de l'État. Comment on explique donc... Comment on peut donc expliquer le fait que, ayant eu ce parcours, ayant eu ce genre de difficultés, aujourd'hui, cet appui sur lequel ils se sont basés ne puisse pas permettre aux autres de s'en sortir? Tous les jours ici, on interpelle le MINAS. Le MINAS, c'est le MINPROF. Le MINAS a un rôle, la protection de l'enfance, la protection des personnes âgées, mais également la protection des personnes handicapées. Si on va avec les personnes âgées, je vous demanderai, a-t-on des maisons ici, des maisons d'accueil, des foyers d'accueil pour les personnes âgées? Vous savez que malheureusement, une situation qu'on ne connaît pas en Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui décident d'envoyer leurs parents dans ces maisons-là. Ça, c'est plus occidental. Et là-bas, vous entendrez des gens qui plaignent même ce fait qu'on se coupe des personnes âgées. Aujourd'hui, on a ces personnes-là qui sont sans famille, sans enfants et tout, qui se retrouvent là-bas et sont abandonnées, vivent dans la précarité en plus d'être malades. Là-bas, on ne verra personne du MINAS. À côté de ça, on a les personnes handicapées. Parlons des personnes handicapées, vous vous souvenez de la loi du 13 avril 2010 qui présente les personnes handicapées comme des personnes prioritaires. Et lorsqu'on finit par savoir ce dont regorge cette loi-là, on est tous des prisonniers dans la mesure où les détenteurs des maisons à étage n'ont pas des rampes pour les personnes handicapées pour pouvoir se mobiliser. Conséquence, se mouvoir. Oui, se mouvoir. C'est malsain peut-être que je le dise, mais on les voit se traîner dans les escaliers. C'est méchant.
c'est mesquin d'être dans les escaliers, de vouloir monter et d'avoir Est-ce que c'est le ministère qui doit venir construire ces immeubles-là? Parce que la loi a prévu que tous les bâtiments doivent être réhabilités pour permettre à ces personnes-là de pouvoir se mouvoir comme tous les citoyens. Avoir des jambes qui nous manquent ou bien des bras qui nous manquent ou bien de ne pas pouvoir se déplacer comme les autres ne nous amoindrit pas. C'est juste le physique. Conséquent, ces personnes ont droit à l'accès aux services comme tout le monde. Et malheureusement, dans nos ministères, il n'y a pas la possibilité pour ces gens d'arriver à des paliers supérieurs. Vous parlez pour de ministère au-dessus. On va prendre le ministère, par exemple, le ministère de l'éducation de base, qui est connu, ou on prend le ministère même du ministère de l'enseignement secondaire. Prenons même l'immeuble des 3 ministères que nous avons au centre-ville, où on a le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère je crois, des forêts, je peux me tromper. Alors, vous y allez, peut-être on vous dira qu'il y a l'ascenseur pour tout le monde, non? C'est ça. Ces ascenseurs fonctionnent. Il y a, Michel Gachou, que cette même loi parle de l'éducation des personnes handicapées. Parlons des enfants handicapés. Et dans cette loi, on mentionne clairement que les frais de scolarité d'université doivent être totalement, en fait, qui ne peuvent... C'est gratuit. Voilà, gratuit. Ils ne doivent pas payer ou payer partiellement. Dans nos établissements scolaires, combien ne payent pas? Tous payent. Là, c'est le rôle du ministère des Affaires sociales. C'est une loi qui doit être appliquée. Le MINAS doit pouvoir suivre justement l'applicabilité de cette loi-là. Le MINAS doit pouvoir suivre. Oui. Il y a également la gratuité de l'école pour les personnes handicapées, pour les enfants défavorisés, pour les inadaptés sociaux. Parlons d'inadaptés sociaux, on a le nouveau phénomène des microbes et des abeilles et tout. Si on part fouiller un peu pour essayer de comprendre dans quel logiciel fonctionnent ces enfants-là, on se rendra compte que ce sont des enfants qui sont coupés de leur famille, des enfants qui vivent dans la rue. Quelle est la politique qui a été mise sur pied pour qu'on n'ait plus d'enfants dans la rue? J'avais dit ici une fois, si on essayait tous ensemble, tous Camerounais, de se mobiliser et à travers le MINAS d'avoir une sorte de pressing où tous les Camerounais de façon volontaire viendraient donner 200 et qu'on employait ces enfants-là, on n'aurait pas des enfants qui dorment dans la... Vous ayez passé à l'avenue Kennedy. Effectivement. Vous voyez comment ces enfants sont... Même si vous n'avez pas envie de donner, parfois vous avez peur de vous faire agresser par ces enfants et vous donner. À quoi sert le MINAS? Où est le budget du MINAS? Rendez-vous au centre d'accueil ici de Bébanda. Michel Gachou. Je vous dirais également qu'il y a un centre d'accueil là, Yaoundé, précisément derrière la Croix-Rouge également. Allez-y. Lorsque la ministre va se déplacer, va arriver là-bas, les enfants sont rapidement pris en charge, bien habillés. Et une fois la ministre partie, les enfants sont déshabillés. Allez voir les conditions dans lesquelles vivent ces enfants. C'est assez grave. C'est la raison pour laquelle les histoires du 8 mars et autres là doivent être totalement bannies. Parce que ça ne sert foutrement. Vous voulez bannir? Oui. Mais bon, maintenant, elle va m'insulter. Et la mère du peuple, elle fera comment? Il faudrait justement qu'elle vienne. Si elle est la mère du peuple, elle doit être la mère de ces enfants-là. Qu'on arrête avec l'enfumage, parce que le tam-tam national va venir filmer ce jour-là, comme tout sera propre, on va mettre la peinture. Mais ces enfants ne mangent pas. Voilà. Si vous vous rapprochez des personnes qui administrent ces centres sociaux, ils vont vous dire qu'ils étouffent. Parce que ce sont les Camerounais qui se mobilisent par petits groupes, qui ont un sac de riz, qui ceci, pour pouvoir aider ces enfants-là. Voilà les rentrées. On nous a dit que pendant la période du Covid, on a ramassé tous les enfants de la rue. En fait, on nous a mis un camion, une voiture, un minivan, et on a fait entrer des enfants. Et après, rien du tout. L'appréciation justement de Karine concernant la colère ce matin. Nous vous écoutons, Karine Santia. Les centres sociaux généralement devraient être composés de psychologues, de sociologues, d'anthropologues, de chefs traditionnels et particulièrement des conseillers d'orientation. Donc, ce n'est pas juste dans les écoles qu'on doit en trouver. Je le dis pourquoi? Parce que dans notre société, on entend parler, mais ça fait partie des commentaires que tiennent les personnes huppées, les personnes nanties. Lorsqu'on parle de services sociaux et autres, c'est plus les personnes qui vivent bien qui en parlent. Alors que les services sociaux existent parce qu'il y a des démunis. Et lorsqu'on met un service social dans une localité, elle doit travailler avec les chefs de quartier, chefs de premier, deuxième degré, parce que ce sont ces chefs-là qui sont au plus proche des
près des populations. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un centre social dans un quartier, ce centre-là recense les chefs de quartier qui sont censés leur faire la liste des familles démunies qui n'ont pas de maison ou qui ont des maisons qui sont près de tomber. C'est à partir de ces recensements qu'on dit comment est-ce que les logements sociaux devraient être répartis. Les logements sociaux n'appartiennent pas forcément aux fonctionnaires, comme on nous fait croire. C'est comme ça qu'en fait, elle donne ces listes-là, les centres sociaux remettent ces listes-là au ministère peut-être de l'Habitat qui construit les logements sociaux afin qu'il y ait un repartissement. C'est comme ça que ça devrait se passer. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète l'existence des logements sociaux. À travers cela, vous vous rendrez bien compte que généralement, les services sociaux ont un grand espace parce qu'on ne sait jamais qui s'y trouve. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des compartiments. Compartiments pour la réception des personnes handicapées, compartiments pour la réception des femmes violentées, compartiments pour la réception de la jeune fille vulnérable, ainsi de suite et ainsi de suite. Ça fait que lorsque un usager y arrive, il sait directement en fonction des panneaux qui sont inscrits où aller pour être reçu. Sauf qu'il y a généralement un seul bureau et si vous êtes handicapé, il n'y a même pas de rampe pour vous faire monter. Et si vous êtes par exemple une personne qui a été violée, il n'y a pas d'enquête qui est faite, d'enquête généralement. Chaque jour ici, on parle des jeunes filles, des adolescentes, des enfants de 3 ans et autres qui sont abusés sexuellement. Les services sociaux attendent que les populations viennent vers elles. Et pourtant, ce n'est pas comme ça, nulle part. Généralement, dans ce genre de cas, ils descendent sur le terrain, ils font l'état des lieux, avec le procureur maintenant on intente une action. Sauf que chez nous, les services sociaux sont muets et attendent qu'on vienne vers eux avec des conférences sur l'émancipation de la femme, conférences sur l'entrepreneuriat féminin, conférences sur la formation de la jeune fille dans le comptage des menstrues, conférences sur notamment l'utilisation de l'économie numérique pour les femmes. Voilà en quoi ça se limite. Finalement, les actions sur le terrain, on les fait quand? De façon concrète, le jour de la journée de l'enfance africaine. C'est-à-dire qu'on les attend, on les voit pas. Ils n'y sont pas. Je ne sais pas si ça fait partie de leur job description, abandonner le social pour s'occuper de ce qui donne de l'argent. Ouais. Moi, je ne sais pas si ça fait partie de leur job description, comment est-ce qu'on les recrute. Parce qu'il faut dire, les personnes qui sont en prison doivent être suivis par les personnes, les responsables des services sociaux. C'est pourquoi généralement, c'est pourquoi dans les films et autres, il y a les journées pour la réception, pour la rencontre avec votre responsable social. C'est ça, monsieur Mbadjou. Donc, vous êtes en prison, mais vous avez un conseiller social. En fonction de votre possible réhabilitation, voilà. Les services sociaux peuvent faire une note au juge, au procureur par rapport à ça. Il l'améliore, il a commencé... Ils ont un rôle. Voilà, on peut peut-être dire dans la prison, puisqu'il y a des gens qui peuvent aller à l'école dans les prisons, il a été diplômé dans ça, on aimerait qu'il puisse sortir pour pouvoir... Il dit, c'est comme ça qu'ils doivent travailler. Ce qui fait que lorsque le prisonnier sort de prison, ils accompagnent le prisonnier maintenant dans l'insertion sociale, l'acceptation de l'autre par rapport à quelqu'un qui sort de prison. Mais sauf que chez nous, ils font des tambours et des chansons. Très important. Karine Sontia, merci beaucoup, merci à vous. Dans un instant, madame, messieurs, on tentera de mieux sanctionner ce sujet. Abandon, bien évidemment, des grands enjeux, sociologiquement parlant, ou bien du social au Cameroun, recherche du gain personnel, corruption, détournement des fonds alloués pour l'entretien de ces cas, la recherche en même temps, bien sûr, on va dire, la guerre qui existe entre le capitalisme aujourd'hui et le social finalement au Cameroun, la gestion alimentaire de ses dirigeants. Pourquoi le Cameroun se comporte ainsi? Où va le Cameroun? Quel héritage pour demain? On en reparle. Bon retour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith. Bienvenue à ceux et celles qui, à l'instant, nous retrouvent sur notre antenne Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous vous rendons compte et nous vous rendrons toujours compte,
Madame, Messieurs, nous saluons bien sûr ce matin tous les Camerounais qui nous regardent à travers le monde et bien sûr ceux qui sont sur Internet et qui prennent du plaisir parfois à nous regarder très tard le soir. Bienvenue à vous. Merci de rester connectés au Cameroun. Merci de garder le bon cap sur les vraies saveurs du Cameroun et la gouvernance telle que pratiquée chez nous. On voudrait bien sûr ce matin, bien évidemment le temps d'évoluer, vous dire qu'en ce moment au niveau de Bali, devant le siège de l'OMS, il y a des revendications de ces employés encore qui y vont ce matin revendiquer 5 mois de salaire impayé. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec l'Organisation mondiale de la santé au niveau du Cameroun? Où est parti le salaire, où sont partis bien sûr les salaires de ces employés-là qui depuis des mois ne cessent de revendiquer? Qu'est-ce qu'on leur dit véritablement? Serait-on dans une attitude inacceptable avec l'OMS, Madame, Messieurs, au Cameroun? On en reparle. Mais surtout avant de marquer la pause, nous tentions de bien comprendre la vie, le social, le capitalisme au Cameroun et s'interroger sur ces nombreux phénomènes de société qui sont très perceptibles aujourd'hui, notamment la question des microbes, la question du banditisme très aggravé. Où est parti le social au Cameroun? Bombon Bengan Kandje, où est parti le social au Cameroun? Pourquoi épouse-t-on le capitalisme autant et on rejette le social? Parce qu'il s'agit de mener une politique qui fait ce qu'on appelle le bouillon de culture des microbes. Donc, je vous disais hier que les microbes ont été cultivés. J'entends souvent ça, mais j'ai un problème avec vous, vous qui êtes allés à l'école. Quand vous dites les enfants de la rue, la maternité où la rue enfante les enfants, c'est où? Il faut me dire. La maternité ou la rue enfante? La rue enfante, la rue accouche où? Ah d'accord. Dans quelle maternité? Montrez-moi le gynécologue qui s'occupe de l'accouchement de la rue. Non, ce sont nos enfants. Non, de manière plus sérieuse, il faut dire les choses comme elles sont. Le renouveau a fait exprès de laisser le social, c'est-à-dire de participer à la politique mondiale qui met l'écart entre les riches et les pauvres. Qui crée cet écart-là. Par exemple, vous avez entendu parler du pont de l'enfance? Oui. Non, c'est dans le Mbame Kim, à Betamba. C'est un centre qui a été créé en 1952 par l'administration coloniale. On parlait de l'institution camerounaise de l'enfance, rénovée en 1968 par un fonds suisse, inauguré le 9 mars 1974 par qui? Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, un certain Paul Biya. Paul Biya. Donc, vous voyez donc, quelqu'un, oui, un certain Paul Biya, il quitte donc de là. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'en fait, l'administration coloniale française était en train de le préparer pour être président de la République. Donc, on n'aurait pas eu mieux. On commence à inaugurer des choses. Là, on a inauguré comme Premier ministre. Aujourd'hui, on devient président de la République. On fait comme si on a oublié qu'on a construit quand même quelque chose. Donc, il y avait comment je vais dire ça, ce centre de réinsertion à Betamba. Il y en avait à Bepanda. Il y avait, c'était accompagné également de ce que vous appelez les home ateliers. Donc, là où on encadre les filles inadaptées sociales. Mais également, vous entendez la ville d'un Konjok dans l'Onkam. La ville d'un Konjok dans l'Onkam a été construite par des jeunes désœuvrés qu'on arrêtait dans les rafles à Douala, Yaoundé, à Bafoussam. On leur donnait un peu d'argent et l'espace de terrain pour s'insérer. Il n'y avait donc pas possibilité de cultiver les microbes. Donc, il y avait un encadrement, il y avait un encadrement. Voilà. Donc, mais comment se fait-il donc que c'est lui, en principe, sur le plan administratif, qui était sur la dorsale, sur cette dorsale de construction-là, est laissé, est abandonné. C'est ce qui aurait pu être constitué aujourd'hui une jeunesse dynamique, des adultes dynamiques. Et à côté, donc, on confie à un jeune colonel ce qu'on appelle Service civique national de participation au développement.
Il s'appelle Edouard Etonde Koto. Donc, vous pouvez l'interroger. Comment se fait-il donc aujourd'hui que le centre des jeunes se trouve à Neubel où il y a plus, où les microbes s'émancipent beaucoup, prolifèrent? Il y a un centre de jeunesse et d'insertion à Pepanda, il y en a à Neubel. Mais voilà, Bonamoussadi. Pourquoi c'est dans cette localité où on est censé intégrer les jeunes, où les microbes? Apparemment, j'ai entendu un autre nom, Charles Lambert va me corriger, les abeilles, ça existe aussi. Les abeilles. Voilà donc votre terminologie. On cultive les microbes, on cultive les abeilles. C'est quand même embêtant, cette histoire. Et après, on vous dit le 10 février, vous êtes le fer de lance de la nation. Et on vous dit, préparez-vous aux start-up. Et après, on dit au ministère des Finances, il faut mettre des taxes là sur les téléphones. Hein. Les gens là, ils sont trop dans les choses. Voilà là, voilà là où vous êtes. Le numérique est là. Et après, vous vous dites, quand tu étais directeur des finances et directeur général des douanes, comment tu viens faire des choses ici? Tu veux même communiquer. Alors que celui qui crée les microbes et les abeilles, dit lui, bon, fais ça, met les taxes ici, les gens là m'insultent. Bon, voilà, je ne veux pas. Et or, il vous a promis les start-up. Il a parlé de l'économie numérique. Vous voyez? Donc, l'autre chose, je termine par là, parce que vous avez dit, ils sont, oui, justement, presque tous ceux qui nous gouvernent bénéficiaient de l'école gratuite. Ceux qui avaient l'argent pour les jeunes filles, on avait interdit qu'elles évoluent normalement au même titre que les garçons, mais tout le monde avait quand même des bourses. Oui. Financées par le fonds d'investissement ou et de développement des territoires d'outre-mer. Et c'est ce fonds-là qui a encadré même le coopérant français jusqu'en 90. Et même les deux plans quinquennaux de 60, 67, 65 à 71. Et ils avaient des bourses. Comment se fait-il donc que ceux qui ont aimé l'école, ils pensent que leurs enfants ne doivent pas aimer le pays? Ou bien alors, comment refusent-ils de donner les mêmes opportunités à leurs enfants pour aimer le pays? Pourquoi confisquent-ils Voilà, parce qu'ils sont donc allés entrer dans des sectes. Ils ont laissé leurs traditions, ils sont allés entrer dans des sectes où il faut creuser l'écart. Par exemple, en 1960, lorsqu'on on dit on est dans l'indépendance, bon, je dirais formelle, les 20% des personnes les plus riches au monde avaient 30 fois, leur revenu était à 30 fois plus que les 20 personnes les plus pauvres. En 2000, ce revenu est parti à 82 fois. Donc les 20% des personnes les plus riches avaient plutôt 82 fois le revenu des 20 personnes les plus riches, les moins riches. Donc en 2002, les mêmes 20% de la population accaparaient 80% des richesses du monde, avec 80% des voitures du monde, consommaient seuls 60% de l'énergie produite dans le monde. 20%. Oui. Et comment vous le savez? Allez lire le rapport de la conférence des Nations Unies sur le développement, la CNUSED. Le rapport est bien intitulé, le rapport de 2002 est bien intitulé « Les pays les moins avancés échappaient au piège de la pauvreté ». Alors que c'est eux les Nations Unies qui créent la pauvreté. Ils voient bien comment l'argent qu'ils envoient, même pour ce centre de tabac, est encore détourné et déposé dans les banques chez eux. C'est bien dommage. Mais ils viennent encore refinancer. Et ils ont même encore aux ONG qui sont logés là-bas à Bafia, à Bertois, à Garoua, à Maroua, mais qui ne font rien. Dans un instant, madame, monsieur, on prendra vos messages. Mais avant les messages, on va quand même dire que, mais quand même, cher Lamine Bachou, on sait que le chef de l'État, son excellence Claudia, qui est aux affaires depuis 38 ans, il est venu avec un joli projet pour le libéralisme communautaire. Ici, c'est un gigantesque projet de société. Qu'est-ce qu'il en a fait aujourd'hui? Pour qu'on en soit où nous en sommes. Finalement, c'était quoi? Pour un capitalisme communautaire, au final? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que du libéralisme communautaire au capitalisme communautaire, l'addition des deux nous a amené au détournement communautaire. Et ça, au moins, ça a provoqué enfin, l'enrichissement communautaire. L'enrichissement communautaire. Voilà. Monsieur Michel Ngachou, avez-vous connu ce qu'on appelait à l'époque les auditeurs libres? Oui. À l'école. Effectivement.
Les auditeurs libres faisaient partie, entraient dans cette catégorie de personnes qui étaient gérées par les services sociaux. Cet enfant, sa mère est décédée, elle n'a personne, vraiment, il est au quartier, prenez-le, il n'y a pas d'argent, auditeur libre. Et c'était des cas sociaux. C'était des cas sociaux, monsieur Michel Gatchou. Par exemple, moi, quand je n'ai pas pu aller directement au cours moyen première année, c'était l'école sous l'arbre. On nous encadre là-bas, c'est là où on nous apprend, Mamadou et Bineta sont devenus grands. Voilà. Et on n'avait pas l'obligation d'aller au certificat de type primaire indigène 2 ans après, parce qu'il y avait les plus brillants qui allaient directement. Nous, on pouvait même faire 6 ans là-bas. Mais il fallait quand même aider les mamans au village, les papas, pour écrire des lettres ou lire les lettres que leurs fils ou les envoyaient. Alors, ces auditeurs sociaux, Charles. Ces auditeurs libres, ça a donné lieu plus tard à ce que vous avez appelé les cours du soir. Les cours du soir qui ont encore évolué, qui ont muté, qui ont été pervertis, ça a donné lieu au cours du soir. Ça a donné lieu à ceci qu'un enfant reste au quartier toute l'année, il ne fréquente pas, mais il a la possibilité d'aller payer les frais d'examen pour aller composer. C'était l'accompagnement. Monsieur Michel Gatchou, le principe du social reposait sur la famille. Après la famille venait le chef de quartier, après le chef de quartier venait le chef du village, après le chef du village venait le centre social et services sociaux, les services sociaux qui avaient leur démembrement partout. Dans les quartiers, il y a beaucoup de quartiers qu'on a construits, monsieur Michel Gatchou, où lorsqu'on arrivait, on disait que ouais, voici une famille, ils sont pauvres, ils n'ont rien, comment on va faire? On va voir le chef de quartier qui dit qu'aller à tel endroit, couper l'espace là, vous montez un petit truc là pour vous habiter. Jamais on ne va venir prendre cette famille et les mettre dehors. C'était le social qui accompagnait M. Michel Gatchou, l'ensemble de ces différentes actions dans nos quartiers. Dans les quartiers, je lance encore le défi à quiconque à travers les services sociaux au niveau de la briqueterie, M. Michel Gatchou, pas les services sociaux de l'État, mais les services sociaux traditionnels, où on recueille dans chaque famille un peu de mil, un peu de blé, un peu de ceci, pour faire manger des familles pauvres. Vous les voyez aux abords des mosquées. S'il fallait que je me convertisse, ce qui n'arrivera peut-être jamais, M. Michel Gatchou, j'irai m'islamiser, parce que vous allez vous rendre compte, M. Michel Gatchou, aux alentours de toutes les mosquées, aux heures de prière, vous avez même les défavoris, les démunis qui viennent prier. À la fin, il y a un quête qui est fait pour qu'ils puissent manger et qu'ils puissent avoir au moins quelque chose pour s'acheter une bouteille d'eau. Donc, quand vous regardez ce social-là, M. Michel Gatchou, et que vous le comparez... Vous posez un problème trop sensible parce que... Il y en a qui vous diront qu'il y a une Caritas... Et quelque part, ne me donnez pas. Les femmes qui viennent ne vous fâchez pas. C'est moi qui a une Caritas qui a été à certains endroits. Et vous lâchez la main. Lorsque le wifi de l'église est bloqué, vous pouvez comprendre jusqu'où va le charité à l'église. On vous comprend. Monsieur Michel Gatchou, les services sociaux ont accès à tous les secteurs de vie. Je dis les services sociaux ont accès à tous les secteurs. Au tribunal, les services sociaux doivent intervenir. Au commissariat, les services sociaux doivent intervenir. À l'hôpital, les services sociaux doivent intervenir. Je dis dans tous les secteurs. Allez au commissariat. Voyez le nombre de femmes qui se font arroser de coups de poing, qui vont porter plainte parce qu'elles ont des maris extrêmement violents, des copains violents. Elles vont, on dit, madame, allô, service social, on peut prendre votre plainte comme ça. Allô, service social. Quelle est la physionomie, la psychologie des jeunes ou des femmes qu'on retrouve, ou des agents qu'on retrouve dans ces services sociaux? Sont-ils à même de pouvoir prendre un dossier, tenir en compte l'aspect communautaire, prendre en compte l'aspect sociétal, l'environnement, pour pouvoir poser votre problème? Vous arrivez parfois, c'est les femmes des services sociaux qui disent pour une gifle, il t'a même fait quoi? Tu le mets de quoi? Tu le rentres à la maison. Donc, monsieur Michel Gatchou, ça vous fait rire, mais c'est ce que nous vivons. Dans nos quartiers, nous avons des services sociaux. Vous avez des enfants. Bepanda a battu les records. Bepanda a eu près de 2500 enfants sans acte de naissance. Aujourd'hui, on a presque 1000 pour Bepanda. Mais il y a des services sociaux. Dans les mairies, monsieur Michel Gatchou, il y a des services sociaux. Ils font quoi? Rien. Regardez le nombre de personnes qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Voilà. Confessionnel aussi. Madame, Messieurs, le fait est grave. La colère exprimée est forte en réalité. Est-ce que le Cameroun devrait continuer comme ça?
Est-ce que les Camerounais de l'endroit où nous regardent ce matin, en observant ce pays, en l'appréciant justement à travers simplement cette colère exprimée, mais surtout les agissements des services sociaux au Cameroun, est-ce qu'on devrait continuer dans cette même lancée? Est-ce que la ministre des Affaires sociales aujourd'hui, j'insiste également sur la ministre de la promotion de la femme et de la famille, est-ce que ces mamans, ces dames à qui les responsabilités ont été restituées, est-ce qu'elles comprennent l'appel, le cri des Camerounais? Sont-elles avec nous? Sont-elles avec justement les détournements dont on sait comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles disent par rapport au micro? Qu'est-ce qu'elles disent par rapport au micro? Aucune sortie. Moi, je posais des questions parce qu'en fait, on va écouter, on va lire les Camerounais sur la toile. Karine Sontia, je vous en prie. On va les lire pour mieux les comprendre. On doit dissoudre ça. Parce que ça ne sert à rien. Mais est-ce que le chef de l'État qui nous regarde ce matin est conscient que ce ministère ne sert à rien? Le salaire des personnes qui travaillent dans les régions, les départements, les arrondissements, là, ça pouvait aider à gérer plusieurs problèmes. À Niouba, il y a les services sociaux. À Kayabasi, il y a un service social. À Oyaki, il y a un service social. Bepana, il y en a même deux. Bonamoussadi, il y a les services sociaux. Mais quand vous voyez le grand banditisme qui grandit là-bas, vous-même vous comprenez que ça ne sert à rien d'en avoir. Prenons les messages. Karine Sontia, je vous en prie. Madame, monsieur, merci de rester les nôtres. 10-12 le Zénith et Equinox TV, écrivez-nous. Mais McDonald Nengem qui dit qu'à propos des centres sociaux, l'affaire des microbes, ce sont des adolescents. Envoyer les 37 qu'on a arrêtés à New Bell, c'est pour les endurcir ou bien on ne doit pas plutôt les rééduquer pour ne pas avoir les grands bandits? C'est une question. Justement, il y a dans la nomenclature des prisons au Cameroun ce qu'on appelle les prisons de production. Donc, en principe, c'est comme ces jeunes-là mineurs qu'on envoie, on doit les interroger justement par le service social qui est affecté à la prison pour savoir préparer sa réinsertion sociale. Il en est de même des ingénieurs médecins et tout. Les autres, si on vous condamne, par exemple, à 25 ans d'emprisonnement ferme, vous êtes médecin, ingénieur ou quoi que ce soit, pourquoi on ne peut pas commuer votre peine en travaux d'intérêt commun? Voilà donc comment, de manière, par des services sociaux, on pourrait les amener. Et à ce moment, l'ingénieur là ne va pas travailler. Son salaire sera comme ça. On lui donne de quoi manger. Maintenant, un ambassadeur chinois qui est en fin de séjour chez nous, il avait posé un certain nombre de questions un jour. Il dit, mais vous mettez les gens en prison. Qui les nourrit? Qui travaille pour les nourrir? C'est encore vous qui travaillez pour nourrir les prisonniers qui ont volé l'argent. Voilà. Je voudrais justement rapidement faire cette petite peinture. À la fin d'année, on verra les bilans des ministères. Et je sais que le ministère des Affaires sociales ira encore justifier le prochain budget annuel pour l'année. Les lois que propose le ministère des Affaires sociales, c'est toujours lié à l'héritage de la femme. Non, je voulais simplement dire que les budgets vont encore être votés en fin d'année. Et il y a un travail en train de se faire. Et les ministres des Affaires sociales, y compris de la promotion de la femme et de la famille, iront encore devant l'hémicycle de Guayaquil, devant les députés, justifier leur budget lors des questions orales. Vous ne voyez pas la portée des services sociaux. Aujourd'hui, ce pays meurt comme ça à cause du social, des services sociaux qui ne font pas leurs travaux. Nous avons ici à Equinox une émission à caractère social. Nous avons Regard Social, M. Michel Ngachou, qui donne la parole, qui donne le micro à ces couches défavorisées, ces personnes vulnérables, ces personnes abandonnées. Ça devrait être ainsi dans tous les secteurs. À quel moment vous avez vu ces différents ministères s'intéresser au cas, se saisir d'une affaire et la porter? Aujourd'hui, ils ont dit, on parle à qui, pourquoi, allons faire nos séminaires, organisons, mangeons notre argent. C'est les Camerounais de la diaspora, et je profite pour les tirer un coup de chapeau, qui chacun se meurt. Et lorsqu'il est touché par un cas qui est blessé, par une situation, et même les Camerounais du Cameroun, des Camerounais de nos frères, des associations, des familles, qui se bougent. Vous les voyez dans les lycées, une dame elle est en train de sortir. On a dit que monsieur, mettez votre enfant, il n'a pas payé l'école. Elle dit il faut quand même compléter pour l'enfant. Voilà ce que les Camerounais vivent. Mais l'État qui est censé accompagner abandonne. Les services sociaux devraient être on devrait les dissoudre littéralement. Parce qu'ils ne servent pratiquement à rien. Est-ce qu'en 38 ans, les Camerounais qui nous regardent n'ont jamais pris le risque de dire à Paul Biya, mais monsieur chef de l'État, permettez, vous êtes à 38 ans, faisons le bilan de ce que vous avez fait. Ministère par ministère, action par action, évaluons
Parce qu'en réalité, avant de passer au Monsieur Michel Gatou, nous avons décrié sur ce plateau. Monsieur Michel Gatou, nous avons décrié sur ce plateau l'ancienne ministre des Affaires sociales, où elle est en fuite, où je ne sais pas, elle était recherchée. Elle avait gagné le marché, c'était son mari. Elle a donné le marché à son mari. C'est son mari qui devait faire. On a décrié sur ce plateau. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé, monsieur Michel Gatou. C'est comme ça qu'il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Camerounais? Parce que je pose la question bêtement parce que nous sommes tous Camerounais. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que les Camerounais sont au parfum de tout ce qui se passe dans ce pays, des attitudes pareilles? Personne ne se lève pour dire nous voulons avoir le bilan. Mais ils nous savons à quoi c'est Monsieur Michel Gatou. Nous voulons avoir le bilan du ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la famille. Ça nous sert à quoi finalement? Monsieur Michel Gatou, je vous prends un arrondissement de là où je viens. Vous avez dedans, dans cet arrondissement, 385 groupes WhatsApp où les ministres, les anciens ministres, les maires, les anciens maires, bref, les élites sont dans ces groupes. Ils ont un langage fabriqué par Yaoundé. Oui, ça c'est connu. Quand vous soulevez un sujet, on dit que non, ça concerne les autres. Chez nous, battez-vous pour rester unanime parce qu'on n'a pas encore touché un des vôtres. Effectivement. Voilà la politique. Voilà ce qu'ils sont en train. Quand on vous dit sur ce plateau, c'est l'élite qu'il faut vilipender dans ce pays. C'est l'élite qui tue le pays, monsieur Michel Gatou. Quand vous demandez, ils sont où? Essayez de demander le bilan. Je vous ai dit comment ça fonctionne. Est-ce que les Camerounais comprennent ce que vous entendez par élite Charles Amen Battu? Non, mais justement, c'est ça notre travail. C'est ça donc le travail de tout ce qu'on en parle. C'est ça le travail d'éducation à la citoyenneté que nous faisons ici. C'est-à-dire dire à ceux qui sont allés à l'école que le terme l'élite n'a pas vocation à développer les localités, mais plutôt à vous embrouiller le cerveau pour vous empêcher l'action, pour vous amener à l'action. Par exemple, tout le monde fait le constat, l'observation est claire. Le renouveau a failli. Alors qu'il a dit, je ne faillirai point à mes engagements. À peine avoir fini de dire cette fois, il a déjà failli. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous pousse donc à l'action? C'est là où nous en sommes. Et les élites sont là pour nous maintenir dans une situation, pour nous empêcher l'action. C'est là où nous en sommes. C'est pourquoi c'est là? Parce que peut-être il faut le dire aussi. Certains qui peuvent lire, le concept d'élitisme a été fabriqué en Italie au milieu du 19e siècle par deux sociologues italiens, Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca, précisément parce que la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie du pouvoir. Et aussi les bourgeois étaient menacés par la classe prolétaire que nous sommes aujourd'hui. Ils ont donc fabriqué ce concept d'élitisme pour dire le peuple est bête, le peuple ne réfléchit pas, on va mettre les gens qui réfléchissent. C'est donc là, en réalité, nous vivons la conséquence de ça. Il nous appartient donc de dire à nos élites, non, ne nous donnez plus les prix ici au lycée. Demande où est l'État. Voilà. Où est l'État? Venez construire le lycée de Mbopié. Donc, venez construire l'État. C'est ça qui fait que les micros peuvent venir, le procureur va rester. Bon, apparemment, ça ne concerne pas alors que je voudrais rapidement peut-être le dire parce que quand on parle d'élite aujourd'hui, on sait, je vais prendre le cas précisément du département d'Undé. Peut-être que la main n'a pas voulu le dire. Aujourd'hui, on connaît ces élites qui abrutissent l'Undé aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple. On a eu ces jeunes dans Bassamba, du quartier Ntakou, qui sont, je vais le dire ainsi, qui ont pris sur eux de recevoir une élite. Non, effectivement, qui ont pris sur eux de recevoir une élite parce qu'en fait, on se dit, l'élite va nous aider à faire ci. L'élite n'a jamais développé un environnement. L'élite ne va jamais rien vous donner. Et parlant d'élite, je vous rappelle encore toujours dans l'Ondé, il y a quelqu'un qu'on connaît dans ce pays, on ne va pas le citer, où les jeunes ont eu leur baccalauréat. Ils vont rencontrer l'élite. Ils disent à l'élite, vraiment papa, tu es au-dessus de tout. S'il vous plaît. Écoutez, non, on les appelle tous les papas et les mamans. Papa, vraiment, ce qu'on voudrait, c'est quoi? C'est que nous souhaitons seulement aller à l'école normale supérieure, sortir être enseignant. Venez avec vos dossiers. Non! Qu'est-ce que l'élite papa a dit? Allez vous battre. Moi aussi, je me suis battu pour être où je suis. Merci, Patia. Voilà. Et il est connu aujourd'hui dans l'Ondé. Élite parmi les élites. Merci. Mais c'est bien. Écoutez, c'est même très bien. C'est même très bien. C'est bien. Mais en réalité, c'est pour dire justement à ces jeunes
que les élites ne vont jamais rien vous donner. Ce sont les mêmes élites qui ont donné 3 millions à quelqu'un, là, à Banganté, pour pouvoir laver son image. Une élite bien connue dans le Ndé. On la connaît en Mais même je temps. pense qu'il faut ajouter une chose qui se retrouve dans les propos du gouverneur du littoral hier. Il a dit merci à l'autodéfense, au groupe d'autodéfense de Deido. Donc, organisez-vous. Ça veut dire que l'administration vous dit que organisez-vous. Donc, il faut percevoir ce discours pour mieux l'encadrer. C'est le gouverneur qui a dit ça, non? Et c'est moi qui ai fait son discours. Ça veut dire que nous pouvons être organisons donc notre autodéfense pour que l'élite prévaricatrice reste là où elle est. Et si on aura donc, j'allais dire, une force de désert, on va renverser cette élite. Mais attendez, finalement, parce que c'est une élite. On a une élite qui lave les cerveaux des populations, vous embrigade et vous tiennent justement. Mais la plupart sont souvent les à peine même, j'ai dit, je suis sûr que dans 4 ou 5 groupes, on va me virer là-bas. Parce que oui, il faut dire que c'est elle qui est là, tapis dans l'ombre. Lorsque vous commencez à soulever, on dit non, on vous prend un inbox. Après, vous entendez retirer. On va suspendre momentanément. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Donc, vous devez comprendre, M. Michel Gatou, que véritablement, cette élite est nocive, elle est nauséeuse, nauséabonde. Elle est intoxique. Même pour les factures, M. Michel Gatou, vous avez des gens qui ne parvenaient pas. C'est les services sociaux qui prennent au devant en disant cette famille, nous la connaissons. Cette famille souffre, cette famille n'a pas de quoi manger. Lorsqu'on partageait en fin d'année à l'époque d'Aïdjo, M. Michel Gatou, il y avait des petits trucs qu'on partageait pour les familles, pour la Noël. C'est les services sociaux qui venaient pour donner un morceau de Christian Toumi nous a dit qu'on donne à ceux qui ont. Le chef de l'État donne à ceux qui ont. Les évêques, les pasteurs, les on oublie le bas peuple. Vous, à qui on a beaucoup donné, on va également beaucoup en demander. Mais demandez également, je cherche quand même, moi qui étais chrétien catholique pendant un bon moment, quand est-ce que l'Église catholique a fait à manger de façon ouverte? Pour qui? Je cherche parce que j'étais servant de messe à la chapelle Christ-Roi de Tinga. J'étais touriste. Non, je dis, je cherche encore quand est-ce que ne serait-ce que Mbalang qui était notre curé à un moment donné, il était nombreux, l'abbé Amier et bien d'autres. Quand est-ce qu'on a fait une nourriture collective pour dire qu'on va nourrir les quartiers, donc comme Kana, Madagascar, Mokolo, les démunis là? Je cherche Ils sont venus encore. vous donner à manger. À plus de 30 ans de vie, je n'ai pas encore vu ça. Le cérémonial du dimanche se passe, ce sont les associations qui viennent avec les AVL de régime de plantain, mais c'est pour nourrir les prêtres. Je vous en prie. Pourtant, il y a des affamés dans les maisons. Pensez aux affamés dans les maisons. Ce qui me dérange, c'est que pourtant, même dans les films que les chaînes nous montrent, c'est où les films latinos, on voit comment l'église est en action. L'église recueille les enfants. C'est différent. Là-bas, il y a eu des gens comme Dom Elder Camara, le Gustavo Gutiérrez, qui étaient différents de Monseigneur Lefebvre chez nous. Ici, Monseigneur Lefebvre a réuni les prêtres, les évêques de l'Afrique équatoriale française en Coaban pour mater les upécistes. Voilà. Or, là-bas, l'église catholique s'est liée du côté des indépendantistes pour les permettre, pour les accompagner, parce que justement, l'Église doit se placer du côté des démunis des pauvres. C'est bien, c'est bien. Plutôt vos élus, hein. Ben, écoutez, on ne les entend merci. Pas, hein. Dans un instant, Madame Michon marquera une légère pause. Et dans la légère pause, je voudrais vous rassurer que tout à l'heure, on reviendra sur ces sujets qui font le tour de la toile. Le Cameroun est en mouvement. Allons bien sûr saluer Consti Lamine qui est déjà avec nous ce matin. Et avec lui, dans un instant, nous allons parler de Sorepco qui est à nouveau parmi nous ce matin. Il est bien calé, on se rassure. Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour mon cher ami Michel Gatou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin, cette brave équipe qui ne cesse d'éduquer le Cameroun, qui ne cesse bien sûr d'éduquer le monde entier. Merci à vous de l'autre côté du studio A. Alors de ce côté du studio B, il est question de parler de l'un des partenaires majeurs du concept Salaka. Oui, pourquoi partenaire majeur? Parce que Sorepco, il faut le rappeler, a bel et bien sollicité le concept Salaka pour être le concept qui assure la communication commerciale de cette grande entreprise camerounaise connue sur le plan mondial. Parce que Sorepco, c'est plusieurs magasins dans tout le Cameroun. Sorepco, c'est un personnel de qualité. Sorepco, c'est bien entendu un directeur général qui est non seulement très élégant, mais également un directeur général qui est à l'écoute de son personnel. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire un vibrant bonjour au directeur général des magasins Sorepco, sans oublier son directeur commercial, son directeur marketing, ainsi que
tout le personnel de Sorebco. Merci de faire confiance au concept Salaka. Alors ce matin, nous parlons de la sécurité incendie. Nous parlons de cet appareil qui vous permettra bien sûr d'éviter les incendies à la maison. Nous parlons de cet appareil qui est aujourd'hui un appareil qui devait être utilisé dans toutes les maisons, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les bureaux, que ce soit bien sûr dans les centres commerciaux. Chacun devrait avoir cet appareil à la maison. On a l'habitude de le voir bien sûr dans les véhicules, on le voit de temps en temps dans certains magasins, alors que chacun devrait avoir cet appareil à la maison. Raison pour laquelle le concept Salaka et les magasins Sorebco ont donc décidé ce mardi matin de faire une vente promotionnelle, une vente de qualité sur les extincteurs. Ah ben oui, regardez la présentation physique, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est original. Ce ne sont pas les extincteurs là. Ce sont les extincteurs de qualité que vous retrouverez dans les magasins Sorebco, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, que ce soit à Ibolova. Vous avez ces extincteurs à des prix vraiment dérisoires. Et c'est l'occasion pour moi ici d'attirer l'attention de tous les revendeurs. Plus besoin de voyager, plus besoin de se déplacer. Restez sur place au Cameroun. Allez dans les magasins Sorebco. Appelez Monsieur Kemadjou et vous aurez tout ce qu'il y a comme avantage en tant que revendeur des extincteurs qui sont en vente chez Sorebco. Nous allons tout de suite commencer déjà tout en rappelant les avantages de ces extincteurs, chers téléspectateurs. Ça présente plusieurs avantages, notamment ces extincteurs vendus chez Sorebco luttent efficacement contre les incendies. Imaginez, vous êtes à la maison, il y a un incendie qui surgit. Le temps d'appeler les sapeurs-pompiers, on peut d'abord commencer à éteindre le feu. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore avoir les maisons qui vont se calciner? Non. Les extincteurs de Sorebco vont non seulement limiter les dégâts, peuvent même arrêter directement ces incendies quand vous les avez à la maison, notamment les extincteurs. C'est facile à transporter, ça ne pèse pas assez. Les extincteurs à poudre pour les feux de type ABC. Ah ben oui, ces extincteurs à poudre de qualité supérieure de type ABC, vous les retrouverez dans tous les magasins Sorebco. Je rappelle que le stock, il est très limité. Nous allons tout de suite passer au prix et nous allons commencer par le premier extincteur. Chers téléspectateurs, ce n'est pas cher, c'est à la portée de tout un chacun. Un extincteur de qualité avec garantie de 4 kg, vous l'avez à 11 000 francs au lieu de 18 000 dans les magasins Sorebco. Par le passé, ces extincteurs coûtaient 18 000 francs, mais dans le cadre du concept Salaka, vous les avez à 11 000 francs. Un extincteur de qualité, 4 kg avec garantie au prix de 11 000 francs dans tous les magasins Sorebco. À côté bien sûr de 4 kg, on a également 5 kg pour ceux qui ont besoin d'un extincteur un peu plus grand. Vous l'avez à 12 000 francs, une différence de 1000 francs. Ah ben oui, Sorebco, tu vas encore nous tuer le tout aussi. Sorebco, tu es en train de nous finir encore cette fois-ci, Sorebco, avec les extincteurs de qualité. Vous les avez à 12 000 francs pour un extincteur de 5 kg. Vous l'avez à 12 000 francs dans les magasins Sorebco. Alors, chers téléspectateurs, on parle également d'un autre extincteur. Il est de 6 kg. Vous l'avez à 14 000 francs dans les magasins Sorebco. Et pour ce matin, les premières personnes, notamment les revendeurs, ceux qui veulent acheter en quantité, dès que vous appelez M. Kemadjou, si vous êtes un revendeur, que ce soit du côté du camp Yabassi, du côté du marché Mbopi, du côté de Yaoundé, du côté de la France, du côté du Gabon, dès que vous appelez M. Kemadjou, on vous donne encore une réduction sur le prix présenté à la télé uniquement pour les revendeurs. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter le vrac. Voici la qualité. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Moi-même, je les ai essayés, je les ai testés. C'est du bon, c'est du lourd, c'est du costaud. Merci. Extincteur à partir de 11 000 francs dans les magasins Sorebco, Mototé, Alende, merci. Tatan. Merci Consti Lamine, merci beaucoup. Je me demandais bien pourquoi pas dire Mototé ce matin. Allez, madame, monsieur, poursuivons l'émission avec vous ce matin sur les antennes Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, on poursuit l'aventure de ce matin avec vous. Oui, le Cameroun nous intéresse. Comment une élite peut choisir de donner 3 millions à des jeunes du village pour laver son image sur Internet Après pour faire des messes. Après une messe. Après une messe, effectivement.
pour pouvoir laver son image parce qu'on estime aujourd'hui qu'elle est tellement salie? Ces jeunes-là, malheureusement, ne se rendent pas compte du degré prenez d'abord l'argent, les gars. Oui, vous prenez. Prenez d'abord l'argent, les gars. Sauf que rester toujours à prendre des miettes fait qu'on vous prendra toujours comme des marchepieds. C'est un métier, faire du personal branding. Voilà. Et on vous donne ça comme si on vous aidait. Alors qu'on doit vous payer comme une entreprise qu'on paye pour faire du personnel branding. On a des élites qui manipulent les cerveaux des Camerounais dans nos localités. On a des élites qui en réalité ne servent à rien. Enfin, est-ce qu'il y en a même qui servent à quelque chose réellement? Parce que plusieurs de ces élites aujourd'hui, c'est ceux qui vont venir vous dire on va être préfet, on va être maire, on va être... les remaniements s'approchent. Il faut bien... Michel Gacho, quand la campagne se passe, je vous dis comment elle se fait dans une certaine partie d'une dé. On vous rassemble. Tu te rappelles que tu étais venu me voir que tu avais eu des... Non, tu avais m'en donné combien? Si tu veux encore que je te donne... Tu étais venu pleurer sur moi quand ton enfant n'allait pas à l'école. Je t'avais donné de l'argent non pour aller payer. Non, tout ça. Donc si vous choisissez d'aller voter, ne venez plus me poser vos problèmes. C'est ça. Voilà en fait ça. Voilà. Et voilà comment ils font, monsieur Michel. On vous a sujet. Oui, mais écoutez, les belles paroles, on n'en a que cure désormais. On a besoin de l'action que le service social de Bepanda, lorsqu'il y a un enfant, ça ne va pas. Lorsque vous apportez parfois des cas, est-ce que vous savez qu'on rejette les cas dans ces services sociaux? Oui, monsieur Michel, on rejette vos cas, on dit que non, on ne peut pas traiter ça. Allez à regard social. Oui, on rejette les cas. Je vous dis ce qu'on vit, monsieur Michel. Je vous en prie, dans la préparation, c'est pas visible. Parfois, ils reçoivent même les financements pour certains cas et ne financent pas la prise en charge. Regardez combien de manifestations sont organisées à Douala en termes de gala de charité pour les enfants de la rue. Sous le haut patronage du ministère des Affaires. J'évite même le haut patronage. Tous ces différents services sont associés. Mais arrêtons un peu à un moment donné de nous moquer du social. Arrêtons à un moment donné d'insulter la pauvreté. La pauvreté n'est pas une malédiction, monsieur Michel Gacho. La pauvreté, lutte contre la pauvreté. Vous avez des gens qui vont faire des dons dans les services sociaux. Achetez des sacs de lutte, des papas dans les quartiers. On sait que la colère est très forte sur la mêle. Mais on va poursuivre. Hein. On va quand même poursuivre avec la revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Karine Santia, nous sommes accrochés et suspendus à vos lèvres. On parle d'abord du zèle administratif. Charles Armel et Dominique Audrey vous l'ont rappelé au début de cette émission. Le sous-préfet de Bamungum, monsieur Badanjo Aurélien, puisqu'il s'agit de lui. Dans une vidéo mettant en scène ce sous-préfet, on voit que l'administrateur se substitue au président de la République, main dans la poche, et s'adresse aux populations, singeant même les personnes qui étaient candidates à la chefferie du quartier, dans le village Gonso, et à Bamungum. Non, le quartier c'est Konso Bamungum, voilà. Et dans ces images-là, on remarque bien la présence de ces hommes-là qui se font singer par ce sous-préfet. Mais on préfère que vous écoutiez cette vidéo et puis on devenu virale sur la toile. J'ai choisi là maintenant un candidat et dit qu'il est le chef de ce quartier. Si vous le voulez, pourquoi il le sera? Je ne demande pas votre avis. Vous savez ça, non? Paul Biya est à Yaoundé, je suis ici à Konso. Je peux décider de ce que je peux. Vous pensez qu'une chefferie de quartier, c'est quoi? Vous vous agitez là, vous parlez avant, vous tiraillez. Ceci là, qui peut donner quoi à qui? Qui est même qui là? Vous agitez beaucoup. D'abord, c'est le prix des quartiers. Est-ce que vous m'avez même accueilli avec une chanson? Lorsque je suis venu à tourner à Konso, j'avais vu quoi? Vous bavardez, là, ce n'est que le bavardage, la France c'est de vous. Après ça, c'est quoi? Vous représentez quoi même à Bamako? Écoutez-moi bien. Je vous dis ceci. S'il fallait respecter la procédure, je dis bien, s'il fallait respecter la procédure, dit qu'ici, là, il y a au moins 5 candidats qu'on peut livrer là maintenant. 4. Si vous êtes prêts, vous choisissez vous-même 4 volontaires, on va à la sous-préfecture, on épluche les dossiers et ils viennent vous faire le compte rendu. Si vous êtes prêts, on le passe. Voilà.
Ce silence, nous le devons notamment à ce sous-préfet qui peut-être a raté sa vocation. Il aurait pu être humoriste et accompagner parfois Fingon Tralala et Fingon Tralala et Bitako là dans les sketchs. C'est le niveau de soyez respectueux de l'autorité administrative. Ce n'est pas de l'humour, s'il vous plaît. Il peut pas, c'est pas de l'humour. L'humour, c'est de l'humour. C'est grave, c'est bien grave. C'est bien grave ce qu'on est en train de voir là. Et je perds mon latin parce qu'en réalité, on cherche des mots pour se demander qui est-ce conforme à l'ENAM. Ça. Qui sont ceux conformes à l'ENAM? Lui. Monsieur Bandanjo Aurélien, ancien sous-préfet de Bassamba, parti de Bassamba pour Banganté, à un moment donné qui a été préfet par intérim, je pense bien, et par la suite aujourd'hui la Bamungum. Voilà comment on doit se comporter avec les populations. Il a été secrétaire à Douala. Oui, il a appris justement beaucoup de monsieur Iva Dibois Samuel, le gouverneur du Littoral. Non, il n'a pas. On va dire. Allez. Non, le gouverneur est très modeste, il sait prendre un certain nombre de choses. Non, en réalité, je suis de même avis que Joshua aussi. Il faut dissoudre l'ENAM. Parce que l'ENAM, notamment la section administration centrale, perpétue beaucoup d'incongruités dans la République. Le sous-préfet est le délégué d'arrondissement du ministre de l'administration territoriale. Le préfet en est pour le département comme le gouverneur pour la région. Mais comment se fait-il que le sous-préfet, lui, est le représentant du chef de l'État? Donc les autres délégués d'arrondissement, ils se voient supérieurs à eux. C'est même lui qui les installe. Le préfet installe les délégués départementaux. Le gouverneur également. C'est des incongruités de la République qu'il faut corriger. Qu'il était vraiment le représentant du chef de l'État, il devrait être installé à la limite par le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement et c'est lui qui représente le chef de l'État. Ce qui est surprenant dans ce vidéogramme, Bobo Bengan également, peut-être Dominique va se prononcer dessus, c'est quand lui-même il demande, je suis arrivé ici, vous avez même fait quelle chanson pour moi? On a une chanson qui est devenue virale. Mais on leur dit, quand on les installe, on dit comment? On dit, monsieur le sous-préfet, prenez le commandement. Commandement, dans le langage français, veut dire, couchez-vous, je marche sur vous. Ben, et c'est ça qu'il faut rectifier. C'est ce qu'on voit à Bamungum, là. La population, est là, on applaudit. On dit merci. Dominique Audrey, on vous écoute. Vous êtes même, il y a même quelqu'un ici. Donc, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle l'autorité traditionnelle qui vous vient de l'héritage de vos ancêtres. Il dit, vous ne représentez rien. C'est très grave. Donc, Dominique Audrey. Je n'admettrai pas, je ne supporterai pas, je ne cautionnerai pas que quelqu'un parle à mon père de la sorte devant moi. Qui qu'il soit. Être sous-préfet ou préfet ou je ne sais pas trop ce que vous êtes ne vous donne pas le droit de chosifier les gens. Vraiment, ce n'est pas vous qui nourrissez les gens. C'est inadmissible. Un peu de révérence. Un peu de révérence. On a en face de nous un autre Nyamoto Ayok. Ce sont les mêmes gens. Bandanjo Aurélien. La même vanité, ce genre d'individu. Et je crois que si effectivement ils descendent du ministère de l'administration territoriale, on peut interroger les discours, les conférences, les communiqués de leur ministère de tutelle. Si leur ministère de tutelle aime bien faire aime bien les figures de style, on peut se dire que oui, effectivement, le monsieur est même dans le même sillage. Vous pensez que lorsqu'on vous envoie en mission, les gens sont obligés de vous faire des courbettes? Eh bien, vous êtes tombé sur un peuple, un village où on ne fait pas de la lèche. Là-bas, on ne va pas chantonner à votre gloire. Non, il n'y a pas de ayop ayop là-bas. Il n'y a pas de père de la police. Oh, non, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas et vous devez l'accepter. Maintenant, les personnes de là-bas, moi je suis d'accord qu'on n'accepte pas ce genre de choses. Ne changez pas. Ne changez pas. Ces administrateurs, entre guillemets, sont vos employés. Parce que les impôts, vos impôts servent à les payer. Ce sont vos employés. Et vous n'avez pas baissé la tête devant eux. Non.
Non, Et non, même pas. ça doit s'arrêter on là. peut Moi, je dire demande vous. outrage, je sais pas. À quoi? Je sais pas. Estimez que vous ne Il devez y a- pas il y a- marcher il y a sur des les gens. formules. Les poches des vêtements Michel des Gachou. administrateurs ne servent pas à introduire les mains lorsque vous parlez aux gens. C'est très grave. Ça ne Michel sert pas à Gachou. ça. C'est de l'humiliation C'est pratiquement. c'est pas juste, c'est lui qui s'humilie ou bien c'est les populations Oui, qui mais- l'humilient. Il vous montre que, à défaut de tout, je suis au-dessus de vous. Vous savez ce que ça représente d'avoir les mains dans la poche chez nous, les Africains. Vous savez ce que ça représente de parler aux gens en pointant du doigt. Il fait ça. Il fait ça. Non mais sérieux, seulement à moi, petit moi qui ne suis rien. Il ne va pas vous laisser continuer avec la main là. Si j'ai la matière, je tranche. Merci. Karine, soyez moins violente. Non, Charles à Abel. un moment, il y a des gens à qui vous ne faites pas ça. Monsieur Vous Michel. savez que les mains des personnes sont Monsieur pourries Michel justement parce qu'ils Gachou. ont pointé du Oui, doigt. pointer Effectivement. du doigt les Monsieur gens. Très bien. Michel Gachou. Charles Abel, nous Arrêtez. écoutons. Monsieur Michel, Il faut arrêter ça. il y a des peuples foncièrement guerriers Oui. et des peuples foncièrement barbares. Encore au Cameroun. Ça sommeille. Vous avez des peuples qui ont fait la guerre, qui connaissent la guerre et qui ont choisi d'être calmes, monsieur Michel Gachou. Des expressions comme celle-là, je connais des villages où le sous-préfet se réveillait à genoux. J'ai dit à genoux, le sous-préfet. Vous parlez de la République, Mince. rappelez-vous ce qui s'était passé à Foumad. Rappelez-vous ce qui s'était passé à Foumad, où le sultan est arrivé, une autorité ne s'est pas levée. Quand le sultan est arrivé, on lui a dit, hey, toi qui? On l'a giflé, je le dis, on l'a giflé. Et il n'a rien dit. Quand on installe les représentants, je ne sais pas si c'est du chef de l'État, mais du représentant du ministère, du ministre de l'administration territoriale, on dit vous avez le pouvoir, mais usez-en peu. Utilisez peu. Vous avez le pouvoir. Composez avec les collectivités. C'est le peu là. Collectez avec elles. Vous avez besoin de travailler avec ces collectivités, monsieur Michel Gachou. Dans les coins les plus reculés, vous avez des préfets qui giflent des femmes, des sous-préfets, pardon, qui giflent des femmes, qui giflent des hommes, parfois devant les femmes. Vous avez des sous-préfets qui arrachent les femmes de certains habitants de village. Vous avez des sous-préfets qui arrachent les terres des populations. Disons-le ici, monsieur Michel Gachou. Les normes forment quelle qualité? Excusez-moi. Je veux vous dire que dans l'Inde, on a assisté à un cas où dans les forêts, un garçon, il courait, il a bousculé un sous-préfet. L'un sous-préfet dans l'Inde. Le sous-préfet a intimé l'ordre qu'on procède à une garde à vue administrative. Le gars fait 1 mois. Parce que dans les forêts, les gens couraient, ils étaient dans la joie. En courant, il a le sous-préfet, il a effleuré le sous-préfet. Laissez-moi quoi. Arrêtons ça. Je voudrais bien sûr... Arrêtons ces abus. C'est un abus, monsieur Michel Gachou. je voudrais- Quand il demande, non, monsieur Michel Gachou, Non, on a très peu de temps. Est-ce que le sous-préfet installe les chefs de quartier? Ce sont ces Est-ce officiers. que le sous-préfet installe les chefs de quartier? On dit ce sont les officiers C'est un- d'administration. Non, non, non. Je dis Abus les chefs de de quartier. pouvoir. Non, monsieur Michel Gachou. Non, mais Il si- installe si un les chef chefs- de village. Non, c'est- si les chefs de 3e degré, parce qu'ils ont commencé en cherchant le Bon, gombo. chef de En cherchant troisième, le non, gombo, bon, ils créent bon, leur... nous Non, sommes c'est à- pour aller dans votre sens, c'est-à-dire les dérives. C'est pour dénoncer justement ces dérives-là. Ils hérissent certains quartiers en Ils organisent chefferie de l'élection 3e du chef de degré. quartier. Et eux-mêmes commencent à nommer par rapport aux Je gens qui voudrais- représentent Un chef quelque de chose. quartier. C'est Vraiment, quoi? on va s'arrêter là peut-être pour aujourd'hui avec ces sujets en même temps parce que on risquerait forcément d'irriter au maximum nos téléspectateurs. C'est vrai qu'il faut restituer le Cameroun tel qu'il est. Mais je voudrais, avant de donner la parole à Consti Lamine qui nous retrouvera dans un instant, rappeler qu'il y a un monsieur qui travaille autour du gouverneur de la région littorale, qui serait son chef de protocole. Allez voir l'attitude de ce monsieur, vous comprendrez comment ce qui entoure ces administrateurs se comportent. Je ne parle que de celui qui est le chef de protocole, le commissaire. le chef de protocole du gouverneur de la région du littoral. Allez voir son comportement et vous verrez ce à quoi ressemble l'administration camerounaise. Le gouverneur même est très calme, très posé, mais allez voir comment se comporte son protocole. Saluons justement Consti Lamine. Il nous retrouve dans un instant. Nous sécrétons dans nos conduits auditifs une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps.
C'est donc pour cela que le Early's Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Early's Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Early's Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Le cérumen. Constilamine, rebonjour, et les up. Alors bonjour Michel Gachou, une fois de plus, je tiens à vous tirer un coup de chapeau, ça je ne cesserai jamais de le dire. Grâce à vous, les Camerounais sont de plus en plus éduqués, grâce à vous, le monde entier apprend beaucoup de choses. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire déjà merci à tous les clients du concept Salaka. Ces clients qui sont les clients qui sont conscients, ils sont prudents et prévoyants. Je rappelle que les clients du concept Salaka sont des clients qui ont le plus bon des comportements. Oui, ah ben oui, ces clients sont sympas, ces clients sont humains, ces clients ne sont pas gonflés. Ah ben oui, ça ne sert à rien de penser du mal à son prochain, ça ne sert à rien de torturer son prochain. Prends ton prochain comme toi-même et tu auras une vie paisible, une vie claire. Alors, merci de retenir ce conseil qui est donné ce matin par le concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons encore ce matin de cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Oui, cet appareil s'appelle le Early's Up. À travers le spot qui est diffusé par la réalisation, vous pouvez voir les bienfaits de cet appareil et retenir qu'il est important de nettoyer régulièrement ses oreilles. Mais alors, avec quoi devrait-on nettoyer les oreilles? Avec un appareil révolutionnaire, un appareil moderne, un appareil qui n'apportera aucun inconvénient dans vos oreilles. Et cet appareil s'appelle le Early's Up. Avec la rentrée scolaire qui se poursuit bel et bien au Cameroun et dans certains pays africains, il est important d'acheter un Early's Up pour vos enfants parce qu'il a besoin de nettoyer les oreilles même étant à l'école. Il n'aura plus besoin de prendre bien sûr un stylo, de prendre le crayon, de prendre une brindille de balai et enfoncer à l'intérieur des oreilles. C'est tellement risquant. Ah ben oui, évitons de dépenser inutilement. Soyons prudents, soyons prévoyants, soyons conscients. Venez acheter votre appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles et cet appareil s'appelle le Early's Up. Alors, parlons donc du prix de cet appareil. Il est actuellement en double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Au lieu, bien sûr, de 7500 francs, vous l'avez à 7000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis qui est à Douala au Cameroun. Cet appareil que voici, c'est un appareil que nous le vendons avec garantie. Il est de qualité, tout le monde peut l'utiliser. Les bébés, les adolescents, les personnes âgées, chacun devrait avoir un Early's Up vendu au prix de 7000 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun.